Radio est la radio du Fonds régional d'art contemporain Bretagne. Libre comme Max, elle entend des voix, le plus souvent celles des artistes, des critiques, des élèves, des étudiants, des habitantes. Des podcasts pour écouter l'art. C'est Radio. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est l'équipe critique qui prend le micro de la radio Bzzz en main. Tu pourrais nous expliquer qui on est? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va entendre les voix d'Angèle, Chloé, Mélanie, Agatha et Violette qui vont vous présenter 2 épisodes complémentaires de notre projet d'exposition Fémini qui se déroule du 27 mars au 19 mai au FRAC Bretagne. On fait partie de l'équipe critique. Là, on est peu nombreuses, mais nous sommes en réalité 16 étudiantes et étudiants du Master 1, Métiers et Arts de l'exposition de l'Université Rennes 2. Cette équipe s'est créée l'année dernière dans le cadre d'une collaboration entre 3 entités. Les Archives de la critique d'art, qui est l'un des plus grands fonds d'archives liés à l'art contemporain. Le FRAC Bretagne, qui a aujourd'hui la générosité de nous laisser le mur du fond et le cabinet, ainsi que sa radio. Et évidemment l'université, qui va compter 3 promotions successives. L'année dernière, c'était celle dédiée à Dany Bloch. Cette année, vous allez découvrir Aline Dallier. Et la 3e sera dédiée à Nathalie Magnan. Alors, dans ce premier épisode, nous allons vous faire rencontrer Aline Dallier, la figure centrale autour de laquelle s'articule notre exposition. Nous vous laissons la découvrir. Je ne crois pas qu'il existe un art féministe, à proprement parler, et surtout pas un art féministe global. Toutes les démarches dont je me suis approchée étaient différentes et singulières. Néanmoins, j'ai pu discerner une incidence plus ou moins forte du féminisme sur certaines œuvres. À partir de là, j'ai essayé de comprendre comment le féminisme pouvait imager la production de certaines artistes et quel pouvait être son impact sur les publics féminins et masculins. Vous venez d'entendre notre voix d'Aline Dallier qui va nous suivre tout au long du podcast à travers cette citation qui provient de la revue Art Feminism and Post-Feminism. Aline Dallier est une critique d'art française née en 1927 et est décédée en 2020. Elle est considérée comme la pionnière de la critique d'art féministe en France. Elle a une formation très complète puisqu'elle a une licence en sociologie, un master d'art plastique et un doctorat d'esthétique, ce qui lui permet une vraie compréhension des enjeux du monde dans lequel elle évolue. C'est ça, elle est particulièrement active dans les années 1970 et est très proche des scènes artistiques de son temps. Dès 1954, elle partage avec son mari Pierre Estany l'aventure de l'abstraction lyrique et du nouveau réalisme, autour de Yves Klein par exemple. En 1973, elle refait sa vie aux côtés de Frank Popper, théoricien des arts cinétiques et électroniques. Même si Aline Dallier reste très discrète et préfère placer les artistes au premier plan, son regard sur la création féminine a un impact fort. Oui, c'est vrai qu'elle est très discrète. Par exemple, pour concevoir cette exposition et le podcast, on a voulu trouver dans le fonds d'archives des correspondances ou des interviews d'elle, mais on n'a rien trouvé. Par contre, elle avait l'air très méticuleuse. Chaque dossier était très bien rangé, avec un dossier par artiste. Ça nous a permis de comprendre les artistes auxquels elle s'intéressait, qui sont des artistes aujourd'hui très ancrés, comme François Janicot, Orlan, Annette Messager ou Nili Alter. C'est assez intéressant de voir le contexte dans lequel s'inscrit Aline Dallier pour mieux comprendre l'impact qu'elle a pu avoir sur l'histoire de l'art française. Déjà en 1971, on a Linda Nochlin qui publie le très célèbre essai « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» C'est rare qu'un ouvrage d'histoire de l'art ait autant d'impact que celui de Linda Nochlin, qui crée une véritable vague dans le milieu. Dans ce texte, au-delà de donner des clés de compréhension sur les différents obstacles qu'ont pu rencontrer les artistes femmes dans l'histoire de l'art, elle soulève un point qui est complètement nouveau à l'époque. Les personnes qui écrivent l'histoire de l'art, soit les historiens de l'art, sont en très grande majorité des hommes blancs hétérosexuels, ce qui mène à un effacement des minorités, de manière consciente ou non. Les femmes ont donc bien existé dans l'histoire de l'art, mais beaucoup ont été écartées lors de la création de cette dernière. Et puis, suite à toutes ces réalisations sur la place des femmes dans le monde de l'art, on a de nombreuses actions qui sont mises en place. Comme par exemple Guerrilla Girls, qui d'ailleurs vous allez peut-être les rencontrer, dénonce l'invisibilisation des femmes artistes aux États-Unis.
et naissent des mouvements de ce qu'on appelle discrimination positive, où on va volontairement mettre en place des artistes femmes parce que ce sont des femmes dans un but d'atteindre la parité dans les institutions culturelles. Aline Dallier fréquente beaucoup ce milieu new-yorkais et est donc baignée dans cette atmosphère de féminisme culturel qu'elle va être la première à ramener en France. Il faut noter que le terrain est très fertile dans les années 1970 en France, pour l'installation de ces changements de mœurs. Déjà un siècle plus tôt, les revues féministes comme La Fronde ou Femina se multiplient et gagnent en popularité, tandis qu'en parallèle apparaissent des salons alternatifs aux salons officiels, comme le Salon des Indépendants ou le Salon de la Société nationale des beaux-arts. L'année suivante, en 1882, la première édition du Salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs voit le jour. En parallèle, Féminé Dialogue, autre salon d'œuvres d'artistes femmes, débutant pour sa part en 1976, se tient chaque année à l'UNESCO, et ce jusqu'en 1985. Les deux salons fusionnent en 1986, ce qui donne naissance à la Biennale des femmes. On a donc beaucoup d'entreprises, tant littéraires que d'un point de vue curatorial, qui visent à mettre en avant les femmes artistes. D'ailleurs, pour la Biennale des femmes, c'est Aline Dallier qui écrivait la plupart des avant-propos du catalogue d'exposition. Elle a notamment écrit le texte Hommage à Christiane de Casterras pour le 15e anniversaire du Salon Féminin Dialogue, donc de la Biennale des femmes. C'est assez intéressant parce que dans ce texte, elle parle de son travail d'enseignante à l'université de Paris 8 et elle dit ceci. J'ai cessé d'enseigner l'histoire des artistes femmes au sein de mon département d'art plastique et refusé une discrimination positive. Il me semble qu'elle ne souhaite pas mettre en avant des femmes uniquement pour leur statut de femme. Elle s'inscrit ainsi dans la continuité directe de Linda Nochlin. Elle disait qu'il fallait encourager la recherche sur les femmes artistes, étant donné que l'histoire de l'art ne connaîtrait jamais de remaniement complet. Aline Dallier a une formation de sociologie, c'est ce qu'on disait plus tôt, et ça explique son approche du sujet. Oui, par ailleurs, on a pu trouver sa signature en bas du manifeste de l'art sociologique pendant nos recherches aux archives de la critique d'art, ce qui n'est pas si surprenant que ça. L'art sociologique, c'était un courant assez court qui souhaitait faire un art conscient des questions sociologiques, donc des injonctions et du fonctionnement de la société. En fait, avec cette signature, comme dans le reste de son travail, elle milite pour la prise en compte des normes et injonctions sociales imposées aux femmes quand on présente des œuvres d'artistes femmes. Parce que juste exposer des femmes sans expliquer pourquoi on pratique de la discrimination positive, ce n'est pas suffisant. Par exemple, dans le Feminist Art Journal numéro 4, elle parle dans un article d'une exposition d'Iris Clair de 1974, Great Women in Small Dimension. Iris Clair, c'est une très grande galeriste française des années 60-70 qui a vraiment marqué l'histoire de l'art et innové en question d'exposition. À l'époque, c'est une figure aussi importante qu'Aline Dallier, mais beaucoup plus médiatique. Et donc Aline Dallier, elle est assez critique de cette exposition. Elle évoque un manque de profondeur de la part d'Iris Clair. Celle-ci, elle mettrait en avant la sensibilité et la délicatesse des artistes femmes sans pour autant questionner l'origine de cette sensibilité. Et oui, parce que les artistes femmes, dans les années 70 surtout, subissent l'injonction de faire un art sensible qui est acceptable comme un art féminin. Le soft art, littéralement art souple, au premier degré, il s'agit de la non-rigidité des matériaux employés. Coton, laine, soie, nylon et fibres de papier, de verre, de caoutchouc ou de plastique. Au second degré, le terme implique une certaine flexibilité entre les notions d'art et d'artisanat, de théorie et de pratique. Aline Dallier nomme cette notion de soft art, mais c'est un terme que l'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Il est en grande majorité représenté par des femmes artistes, ce qui en fait une pratique liée aux activités féminines. Selon l'article Le soft art et les femmes accordent une importance symbolique à ces matériaux et privilégient elles-mêmes cette pratique afin de se reconnaître dans une culture féminine. Le soft art est également associé à la pratique du quilting. Un quilt est à l'origine un couvre-lit fait d'empiècements réalisé à l'aide de nombreuses techniques de couture comme le matelassage, la broderie et la coupe. Cette tradition a permis aux femmes de se remémorer leur pays d'origine, mais aussi de se rassembler. Le quilting a également permis de rapprocher différents groupes minoritaires, comme celui des Africains américains et des peuples autochtones nord-américains, ce qui a contribué à faire évoluer les pratiques de certains artistes. L'exposition Face Wrinkled Black is Beautiful, organisée au musée Picasso l'année dernière, a notamment donné à voir des quilts dans l'art contemporain.
Et parmi ces artistes des années 70 qui redéfinissent les frontières de l'art féminin se trouve Essie. Alors Essie, pour ma part, compte parmi l'une des artistes de la collection du FRAC que j'affectionne particulièrement. Essie, c'est une artiste née en 1936 à Cuba, et en fait, c'est un pseudonyme, puisque son vrai nom, c'est Carmen Lydia Druick. Dans les années 1960, elle quitte les Caraïbes pour se rendre aux États-Unis, et très vite, elle va déménager en France avec sa famille, et s'installer dans un hameau situé non loin de la capitale, où elle va passer l'essentiel de sa vie. Elle se rend aussi souvent que possible à Paris pour participer à des groupes de parole autour du féminisme. Et c'est d'ailleurs durant ces entrevues qu'elle rencontre Aline Dallier. Ses premières productions datent des années 1968. Et c'est avec la technique de la broderie qu'elle façonne son œuvre. C'est sa mère qui, dès son jeune âge, lui apprend les rudiments de la couture. L'œuvre qu'on a choisie pour l'exposition présente cette technique. C'est une des œuvres issues de la série Grillage, et celle-là date de 1975. Dans ces séries, les œuvres se présentent sous la forme d'un rectangle de tissu, sur lequel est tissée une toile faite de plusieurs fils de couleurs. Le grillage, c'est l'un des sujets récurrents dans la pratique de Essie. Son emploi, c'est une métaphore de l'enfermement, dont elle a fait preuve en tant que rare femme de couleur présente sur la scène artistique en France. Au-delà des luttes féministes, le travail d'Essie s'inscrit dans le courant minimaliste des années 70. Au même moment, on verra Vera Molnar, qui fait de très grands formats en travaillant sur le motif de la grille. Essie utilise donc une iconographie soignée à son époque pour évoquer dans ses grillages la dévalorisation de la femme en général et du racisme qu'elle a subi. On a donc ici un but émancipateur à l'utilisation de la broderie. Pour Essie, il s'agit de réemployer un langage plastique dit féminin, broderie ou couture, afin de mettre en évidence sa marginalité. C'est en effet un médium d'un art trop souvent considéré comme de l'artisanat, un passe-temps de femmes, ou du moins en Occident. Aline Dallier mentionne à plusieurs reprises Essie dans ses travaux, visant à faire connaître les artistes femmes de la scène artistique française. Elle fait partie des artistes qu'elle a choisi d'exposer lorsqu'elle a organisé le commissariat de l'exposition Combative Acts, Profile and Voices, an exhibition of women artists from Paris de la Ayer Gallery de New York en 1976. Oui, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre le catalogue de cette exposition dans l'une des vitrines d'archives de Fémini. C'est vrai que lorsqu'on a débuté nos recherches autour des archives d'Aline Dallier, deux axes ont ressurgi. Celui de l'injonction faite aux femmes artistes de produire un art sensible vu comme féminin. Face à cette injonction, deux chemins sont empruntés par les plasticiennes. La réappropriation des arts sensibles, comme l'art textile, dans un but de subversion des normes traditionnelles, et le détournement complet de ces dernières, donnant lieu à certaines productions qui peuvent tendre vers la violence. Le lien entre ces deux axes est tout tracé dans le catalogue de l'exposition Combative Act. Aline Dallier relie ici l'art textile à l'art corporel en juxtaposant les œuvres de Françoise Janicot et de Essie entre body art et soft art. Et c'est d'ailleurs en clin d'œil avec le soft art qu'on a choisi de broder le titre pour le visuel de l'exposition. On trouvait ça logique. D'ailleurs, le titre de notre exposition, Fémini au pluriel, est issu du salon Fémini Dialogue dont on a parlé tout à l'heure. Mais au-delà de ça, si on prend la définition du lettré au XIXe siècle, Fémini désigne l'ensemble des femmes, les habitudes des femmes, le domaine des femmes, mot excellent qui s'est malheureusement perdu. Et nous sommes bien d'accord avec ça. Et comme la question du collectif de femmes est centrale dans les écrits d'Aline Dallier, on a choisi de mettre ce mot au pluriel pour montrer qu'il existe plusieurs habitudes et domaines des femmes. Oui, pour le visuel de l'exposition, on a été retrouvé dans les archives l'écriture d'Aline Dallier, qui avait écrit manuscritement le mot fémini, mais au singulier pour Fémini Dialogue. Le S, lui, il provient d'un autre visuel, celui du mot tapisserie, qui est assez drôle parce qu'on parlait du quilt tout à l'heure. Finalement, Aline Dallier, elle est très discrète. Dans notre exposition, on n'a aucune photo d'elle ou de correspondance, mais c'est vraiment notre base et notre toile de fond. Et utiliser sa calligraphie comme titre, même si c'est pas transparent parce qu'il faut le savoir, c'est assez représentatif de sa présence dans notre projet. Et puis, le travail collectif est central dans les écrits d'Aline Dallier. Ça nous a aussi motivé à utiliser le pluriel pour le titre. Dans l'exposition, on a une œuvre collective, c'est le poster de Guerilla Girls, un collectif d'artistes qui dénonce le faible pourcentage d'artistes femmes exposées et présentées dans les collections des institutions muséales. C'est le moment juste pris. Combien pensez-vous qu'il y avait d'artistes femmes dans l'exposition An International Survey of Painting and Sculpture au MoMA en 1985. Petite mise en contexte, c'était une exposition de 169 artistes qui voulait ouvrir une vision globale
et international de la production artistique de l'époque. Allez-y les filles. J'aurais dit une cinquantaine, moi. 40 à peu près. Eh bien non, c'est loupé. C'était seulement 13 artistes femmes. Et c'est après cet événement que le groupe Guerrilla Girls a vu le jour. Elles dénoncent dans leurs œuvres, soit des actions, soit des affiches, la place des femmes dans le milieu artistique. Et elles ont toujours un ton railleur et une sorte de second degré dans leurs posters où elles s'adressent directement à nous. D'ailleurs, elles ont une marque de fabrique qui fait toute leur identité. En faisant un jeu de mots avec guérilla et gorilla, le gorille, elles préservent leur anonymat en portant des masques de gorille. Oui, d'ailleurs, le gorille, c'est un peu le paroxysme de la virilité. Et dans le cas des Guerrilla Girls, c'est du coup complètement tourné en dérision. Cette virilité hégémonique en devient une parodie, voire ridicule. C'est un collectif encore actif aujourd'hui, mais qui nous semblait pas moins pertinent pour autant à mettre dans l'exposition. D'ailleurs, notre exposition ne veut pas s'enfermer dans un temps chronologique révolu. D'une part, car malheureusement ces questions sont toujours d'actualité, mais aussi que le discours d'Aline Dallier connaît une postérité. Et c'est là l'enjeu de notre exposition. L'art textile connaît une grande visibilité depuis plusieurs années, comme d'autres arts longtemps rattachés à l'artisanat. On peut par exemple citer la céramique. Et cela, ça montre une certaine pérennisation du discours de la critique. Ces pratiques ne sont pas des ouvrages discrets ou décoratifs, mais des pratiques artistiques à part entière. Aujourd'hui, cela peut nous paraître évident, mais ce sont des textes comme ceux d'Aline Dallier, il y a des années, qui participent à cette légitimation. C'est elle qui nous définit le soft art et qui, d'une certaine manière, crée cette catégorie. D'abord dans le but de visibiliser ces artistes. Bien qu'aujourd'hui ce terme ne soit plus réellement employé, il a été manifeste du discours d'Aline. On peut en retrouver des échos partout. Ça me fait penser à une artiste que j'ai vue à la galerie Marcel Alix, Lise Magor, je sais pas si vous la connaissez. C'est une artiste canadienne de 76 ans qui a commencé sa carrière par des installations, mais récemment elle s'intéresse à l'art textile. Elle a fait une série, donc c'est celle que j'ai vue sur Paris, avec des doudous. Et même si elle s'intéresse dans sa pratique à notre rapport aux objets, à leur reproduction, dans cette série en particulier, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de soft. Déjà par l'utilisation de tissus et de couleurs pastel, ça c'est sûr, mais aussi parce que les doudous sont liés à l'enfance et en un certain sens à la maternité. Donc le soft art et l'art textile, c'est des choses qui sont encore très présentes aujourd'hui. Mais oui, surtout qu'aujourd'hui, la galerie Marcel Alix est un lieu important dans l'actualité artistique. Pour moi, ça me fait penser à l'artiste Eva Fabregas. Elle utilise le textile non pas pour faire des petits ouvrages minutieux, mais réellement s'imposer dans l'espace, comme on a pu le voir lors de la Biennale de Lyon de 2022, avec des formes organiques qui viendraient nous écraser. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont vu. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ces installations. Je trouve que c'est un bon exemple pour montrer l'importance de l'art textile sur la scène de l'art contemporain et auprès des jeunes artistes. D'autant plus que l'on peut voir un pont entre ces formes, qui grâce au textile sont douces, rondes et organiques, et un art plus corporel. On retrouve ce rapport presque charnel entre le textile et le corps, le soft art et l'art corporel. C'est d'ailleurs une superbe perche pour maintenant vous conseiller d'aller écouter notre second épisode, car celui-ci s'achève. On va justement traiter de l'art corporel, une autre thématique importante pour Aline Dallier. C'était bien ? Alors, c'était comment ? Bzzz, c'était Radio Bzzz. Ce podcast a été réalisé par le service des publics du FRAC Bretagne. Retrouvez toutes nos propositions sur notre site internet www.fracbretagne.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt sur Radio Bzzz.